Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à 1812 des objets à découvrir, une série de 3 capsules historiques mettant à l'honneur des artefacts inédits du château Ramsay en lien avec certains personnages et faits de la guerre de 1812. Cette capsule intitulée 1812 « Tecumseh et l'approche amérindienne » vous permettra notamment d'en apprendre davantage sur ce chef Shawnee, considéré comme un héros de 1812, ainsi que sur son frère Tenskwatawa, dit le prophète, en plus de croiser en route certains peintres et illustrateurs qui se sont intéressés à la question indienne et nous ont laissé des œuvres en héritage, comme le peintre huron Zachary Vincent, ainsi que l'artiste américain George Catlin et son musée indien. Je vous invite donc à me suivre dans ce voyage des plus instructifs à travers l'histoire. Avant que le Canada devienne un pays, les alliances militaires conclues entre le Royaume-Uni et les Premières Nations constituèrent un élément clé du réseau de défense de l'Amérique du Nord britannique. Au Canada, la guerre de 1812 se déroula sur 3 grands fronts, à l'ouest des Grands Lacs, dans la région du Niagara et dans la vallée du Saint-Laurent. Dans chacune des régions, les guerriers d'une 50aine de collectivités métisses et des Premières Nations combattirent aux côtés des troupes britanniques et de la milice canadienne en raison de leur objectif commun, résister à l'expansion américaine. Mais l'un des plus importants dirigeants qui a aidé le Canada à se défendre contre les Américains est, sans nul doute, Tecumseh, le grand chef guerrier Shawnee. La période pendant laquelle Tecumseh fut chef eut un impact considérable sur l'avenir des tribus de toute la région, car il tenta avec son frère Tenskwatawa, le prophète dont nous reparlerons plus tard, de réunir les tribus du nord-est, du centre et du sud dans une confédération. Une chance s'offrait à nous. Oui, une chance comme il n'en viendrait jamais d'autre, pour nous, les premiers peuples d'Amérique du Nord. Une chance de nous rassembler dans une formidable combinaison et de nous joindre aux Britanniques dans cette guerre. Quoique beaucoup d'illustrations, de dessins, de peintures de Tecumseh aient été produits, l'image la plus répandue de ce dernier est celle que vous voyez à l'écran et qui se base sur un croquis au crayon exécuté par Pierre Ledru, portraitiste et commerçant créole. Ce croquis sera ultérieurement modifié par un officier britannique anonyme qui ajoutera à la tenue une médaille royale et un manteau rouge à épaulettes militaires. Cette illustration aurait servi de référence à ce dessin réalisé par Zachary Vincent ou Tellary Olin, peintre et dessinateur né au village huron de Lorette en 1815, où il occupait la fonction de chef. Le faciès amérindien typique dont hérita Zachary Vincent, allié à une volonté de perpétuer un mode de vie traditionnel, contribua à renforcer l'idée qu'il était le dernier des Hurons. Cette toile de Henry Daniel Filk, peinte en 1838, présente justement Vincent coiffé d'un couvre-chef traditionnel, alors que les autres notables de la Huronie arborent le haut de forme en peau de castor à la mode de l'époque. Cette peinture originale met en scène la réception de Robert Sim, marchand de Québec, élu au grade de chef honoraire de la tribu des Hurons de Lorette. Durant la même période, le peintre Antoine Plamondon, ancêtre du chansonnier Luc Plamondon, originaire d'Ancienne Lorette, exécuta un portrait en pied de Vincent. Petite anecdote, Lord Durham, qui venait tout juste de débarquer à Québec à titre de nouveau gouverneur, lui acheta son tableau. Cette toile influença beaucoup Vincent, qui entama, en guise de réplique, une série d'autoportraits. Il est intéressant de souligner que Zachary Vincent a été le premier membre de la communauté huronne à entreprendre une carrière de peintre suivant les paramètres de la tradition académique occidentale, comprenant plus de 600 œuvres. Mais un autre personnage mérite notre attention. Il s'agit de Tenskwatawa, le frère de Tecumseh, que nous pouvons apercevoir à droite sur cette estampe de George Catlin intitulée « The Shawnee Prophet », le prophète. Ce serait à la suite d'un accident en 1805 qui le laisse temporairement inconscient que Tenskwatawa, le prophète, prétendit dorénavant recevoir des messages du Maître de la vie et devint célèbre en prêchant un renouveau mystique de la foi amérindienne. En novembre 1811, en l'absence de son frère, il engage même le combat à Tippecanoe contre l'armée américaine commandée par William Henry Harrison, le futur 9e président des États-Unis.
Il y est battu et ses guerriers, censés être protégés des balles sous sa protection, y subissent de lourdes pertes. N'acceptant pas la défaite, il semblerait que pour se venger, le prophète aurait jeté un sort à tous les chefs d'État américains élus lors d'une année se terminant par un 0. Selon la légende, ces chefs auraient été condamnés à mourir durant leur mandat. À preuve, 7 présidents américains auraient été atteints par cette malédiction, baptisée la malédiction de Tecumseh, à commencer par William Henry Harrison. Mais Ronald Reagan, élu en 1980, n'est pas mort durant son mandat. Il aurait donc réussi à briser le sortilège. Revenons maintenant à cette estampe du 19e siècle, Portraits of Shawanoe, sur laquelle nous pouvons apercevoir 2 Shawanoe ou Shawnee en habits traditionnels. Voici une belle occasion de découvrir une entreprise ethnographique d'envergure mésestimée car comprenant plus de 600 œuvres, soit celle de George Catlin, artiste peintre américain. En 1845, au Musée du Louvre à Paris, George Catlin présenta son Musée indien, le premier vrai musée d'anthropologie ouvert au public, composé de portraits, de collections d'objets, mais aussi de représentations des Indiens dont certains firent le voyage avec lui. L'impact de Catlin fut considérable autant dans la culture populaire, les journaux, les images, qu'auprès de la jeune génération d'artistes. De Baudelaire à George Sand, ces romantiques trouvèrent dans ses œuvres un aliment pour construire une esthétique nouvelle où toutes les formes de création en marge du champ académique, l'autre de l'art, tenaient un rôle majeur. Tecumseh et les 2000 guerriers qu'il dirigeait se sont battus pendant toute la campagne de l'Ouest de la guerre de 1812. Son appui au major général Isaac Brock assura le succès de la prise de Détroit et ce dernier lui aurait alors remis sa ceinture en signe de respect. Mais la mort de Tecumseh le 5 octobre 1813, lors de la bataille de Thames ou Moravian Town, porte un coup terrible à l'unité fragile des Premières Nations de l'Ouest. Voici d'ailleurs une belle encre sur papier produite par le peintre et illustrateur new-yorkais Alonzo Chappell, intitulée « Battle of the Thames, Death of Tecumseh ». Plusieurs hypothèses quant à la provenance de la balle mortelle qui aurait atteint Tecumseh subsistent. De plus, sa sépulture n'a encore jamais été retrouvée. Le château Ramsay possède également ce poignard, qu'on pourrait aussi appeler une dague ou un couteau. Il semble être l'un des rares objets connus ayant appartenu à Tecumseh. Sa lame est en fer forgé et son manche se compose de bois renforcé d'un fil de cuivre. Ce poignard a été remis par Louis-François-Georges Baby, un collectionneur invétéré et un philanthrope notoire qui a distribué ses trésors entre plusieurs institutions, dont le Château Ramsay. Parmi ses ancêtres, l'on peut retracer James Baby, qui a été colonel dans la milice de 1812. Il était au fort Malden durant l'occupation de Hull et revint à Sandwich, non loin de la rivière Thames, après la capture de Détroit. Puis, il est fait prisonnier lors de la bataille de Thames après avoir vu mourir Tecumseh à quelques pas de lui. Thomas Verchères, un milicien ayant participé aux batailles de Détroit et de la rivière Thames, décrit dans Guerre sur la rivière Détroit, page 143, un dîner tenu à la maison de Baby, le manoir d'Off Baby, juste avant la retraite en amont de la rivière Thames, et qui peut laisser supposer que Tecumseh avait ce couteau avec lui. Le jour suivant mon arrivée inattendue chez M. James Baby, ce gentilhomme accueillant a donné un banquet invitant le général Proctor et plusieurs autres officiers du 41e et de l'artillerie, ainsi que le célèbre chef Shawnee Tecumseh. Tecumseh est assis à ma gauche avec ses pistolets de chaque côté et son grand couteau de chasse devant lui. En 1848, la reine Victoria fit frapper des médailles militaires et barrettes pour récompenser les survivants des troupes ayant pris part aux campagnes de 1793 à 1814. Salaberry recevra la médaille d'or et au total, les combattants de la Châteauguay reçurent plus de 300 médailles et près du quart fut octroyé à des combattants amérindiens. Mais il va de soi que les guerriers survivants étaient très rares en 1848 et qu'il est probable que plusieurs de ceux qui y avaient droit ne les réclamèrent jamais. Il n'existerait donc que très peu de médailles portant un nom amérindien en circulation. Cependant, il est très intéressant de souligner que 2 membres de la famille de Zacharie Vincent, Louis et Stanislas,
ont combattu sous les ordres de Salaberry et ont ensuite été décorés d'une médaille de Châteauguay. En effet, ils se sont démarqués pour avoir traversé la rivière Châteauguay à la nage afin de se lancer à la poursuite de l'ennemi. Penchons-nous donc sur cette médaille composée de métal et de fibres rouges et bleues appartenant, comme nous pouvons le lire sur la tranche, à Benjamin Blanchet, sergent. En plus d'une barrette d'argent portant l'inscription Châteauguay, on peut voir à l'avers le buste de la reine Victoria. Au revers, on aperçoit Britannia debout couronnant Wellington, agenouillé devant elle, ainsi que le lion britannique couché à ses pieds avec la légende « To the British Army » en exergue 1793-1814. En conclusion, plus de 10 000 guerriers des Premières Nations participèrent à presque toutes les grandes batailles de la guerre. Selon plusieurs commandants britanniques, ces victoires importantes seraient en grande partie attribuables à la contribution des Alliés autochtones. Mesdames et Messieurs, une question me vient à l'esprit et je vous quitte sur celle-ci. Selon vous, les Amérindiens sont-ils les plus grands perdants pendant cette guerre?